Peut-être que la première question que je poserais, c'est, moi ce qui m'a le plus frappé dans le livre, c'est de voir à quel point, pour Cartès, l'écriture est une affaire, une aventure complexe, profonde, une réflexion de tous les instants, avec laquelle tu as une empathie d'ailleurs assez incroyable, la question de l'écriture. Et je trouve qu'on vit comme ça, comme une sorte de drame de l'écriture, au fur et à mesure des pages, hein, et notamment dû à la carrière littéraire de Cartès, qui a été très en dents de scie d'une certaine façon, enfin en tout cas qui a été très originale, qui a commencé dans l'obscurité avant d'atteindre les hautes sphères. Est-ce que tu peux nous parler peut-être, si cette question te convient, du drame de l'écriture, de cette espèce de tragédie en X actes de l'écriture de Cartès? La facilité qu'il a pour écrire, le talent, ne suffit pas. Il lui faut éprouver ce que j'essaie d'appeler, ce que j'ai essayé d'expliquer dans le chapitre 2 de ce livre, la nécessité de l'écriture. Il faut une écriture nécessaire. Savoir écrire, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fera de lui un grand romancier. Et chez Cartès, il y a une vocation vers la grandeur. Il y a un vrai désir d'écrire une grande œuvre. Et donc, c'est en alliant, plutôt en soumettant le talent à la nécessité de l'écriture, qu'il va concevoir aussi une écriture de type existentialiste. L'épisode du couloir en L, il le décrit dans Dossier K comme un moment de révélation, une illumination, une expérience, je le cite encore, existentielle. Cartès, déjà à la fin des années 50 et surtout dans les années 60, essaye de lire ce qu'il peut de la philosophie française de l'époque, en particulier Sartre, mais aussi Camus, dont il a découvert L'étranger en 1957. Sartre, il en a parlé beaucoup moins par la suite, mais Sartre a été quelqu'un avec qui il a énormément dialogué dans ses journaux privés pendant ces années 60, en particulier 70, jusqu'à ce que finalement Sartre l'agace trop. Il a eu une relation très ambivalente à Sartre. Qu'est-ce qui l'agaçait chez Sartre ? Qu'est-ce qui l'agaçait ? Ce qui l'agaçait chez Sartre, entre autres, c'était ce qu'il comprenait comme la réduction par la philosophie sartrienne de l'être aux actes. Et pour Cartès, qui vivait dans une dictature communiste, n'être défini que par ses actes, c'était une absurdité, puisque pour lui, l'écriture était une action clandestine. Donc, c'était pas quelque chose qui était censé le définir. Il y a chez Cartès une conception de l'écriture comme une action métamorphosante qui fait que lorsqu'il écrit, il se stylise et il devient un autre. Voilà. À chaque roman, il devient une nouvelle personne. Il est devenu plus riche d'une nouvelle expérience qui est celle de l'aventure de l'écriture romanesque. Principalement, je dis romanesque, mais on sait que chez Cartès, il y a eu d'autres genres. Voilà. En même temps, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que Cartès, c'est quasiment une sorte d'autodidacte, non ? Et d'ailleurs, à un moment, il parle du pathétique de l'autodidacte en se relisant, parce qu'il se relit tout le temps, il se critique lui-même, etc. Tu cites ça dans le livre. Et c'est assez merveilleux, je trouve, de voir ce parcours, cet autodidacte qui ne cesse de tâtonner, de réfléchir, de lutter, comme il parle, et toi aussi, de ses combats pour l'écriture. Là, il y a une espèce de... C'est un combat, finalement, un peu comme les combats que décrit Zweig quand il parle justement de Nietzsche, Hölderlin, etc. Le combat avec le démon, il y a cet aspect dans son œuvre. Et cet aspect d'autodidacte, alors qui peut-être peut ouvrir sur la question du rapport entre, d'une part, l'écriture des journaux, des essais, et la conception littéraire. Moi, je suis frappé chez Cartès par le fait qu'en général, je pense que le grand public connaît un ou deux romans et peut-être se promène un peu dans les œuvres de non-fiction qui n'en sont pas tout à fait, d'après ce que tu expliques, puisque visiblement, ce sont des réécritures, hein, comme Dossier K, par exemple.
Et comment est-ce que tu vois, toi, l'articulation entre la réflexion sur l'écriture et l'acte d'écrire? Peut-être faut quand même préciser que donc Kertész a fini l'école en 48. Il n'a pas fait d'études. Il a fréquenté, j'ai appris ça très tardivement, je crois que j'avais même déjà rendu mon manuscrit, il a fréquenté des cours du soir à l'université de Budapest, notre fameuse Loránd Eötvös. En 51, quelques mois, peut-être 2 mois, parce qu'il espérait, avec son meilleur ami István Bokor, ils espéraient esquiver le service militaire. Et quand on faisait des formations continues, on pouvait espérer. Le problème, c'est qu'apparemment, Kertész était... il prenait des cours de langue et littérature hongroise et n'était pas très attentif. Et Bokor a réussi ses examens, pas Kertész. Donc on a un étudiant tout à fait... le comble de l'horreur pour nous, les enseignants. Et en fait, de toute façon, et lui et Bokor ont été appelés au service. Donc ça n'a même pas marché comme... Mais c'est vrai que Kertész, c'est quelqu'un d'autodidacte qui tu as, dans un article que je cite de toi, désolé, je te renvoie la balle, mais tu parles de cet esprit libre, au sens nietzschéen, qu'en effet, il a été esquillé d'autant plus fascinant chez Kertész. Je reviendrai après sur le lien avec l'acte d'écrire. Mais ce qui est très fascinant chez lui, c'est qu'il est très conscient de la censure qui pèse dans la culture hongroise. Il est conscient de l'accès restreint et limité qu'il a vis-à-vis de la littérature occidentale. C'est à l'horizon de la littérature européenne en général qu'il veut écrire. Il ne s'inscrit pas dans la littérature hongroise cloisonnée. Tout de suite, dès les premières notes de journal qu'on peut trouver, qui datent de 58, ce qui est facile, c'est la première analyse. Les 2 premiers auteurs qu'il cite dans les toutes premières notes que j'ai pu trouver, c'est Rilke, dont il lit beaucoup la poésie à cette époque, et Dostoïevski. Puisque moi, Le Bourreau est une réponse du XXe siècle, à ses yeux, à Crime et Châtiment, de Dostoïevski. Et il écrit 8 à 10 pages, en écriture très très petite, très serrée, et au crayon à papier, donc merci beaucoup. C'était pas drôle à lire, d'analyse et c'est très intéressant parce que ces premières pages, c'est un peu comme, il y a quelque chose de très étudiant dans sa façon d'analyser sa lecture de Dostoïevski. Voilà, il apprend aussi à lire. C'est ça qui est fascinant. Il apprend à écrire en même temps qu'il réapprend à lire. Il y a quelque chose de l'éternel apprentissage chez Kertész qui est assez bouleversant et assez admirable. Il revient très souvent sur il va lire les mêmes livres, il va les lire toute sa vie plusieurs fois, il va trouver des nouvelles choses à chaque fois. Donc voilà. Et je pense que c'est un élément de la réponse qui est qu'il y a une urgence de l'apprentissage chez Kertész, un désir de mettre la main sur ces choses auxquelles il n'a pas accès. Quand il parle de Sartre, au tout début des années 60, il se lamente de ne pouvoir pas lire un ouvrage de Sartre entièrement traduit en hongrois. Comment est-ce qu'il a accès à ces auteurs de l'Ouest qui sont censurés, qui ne passent pas bien? Il y a accès soit grâce à alors, soit parce qu'ils ont été traduits avant la guerre et ils font partie... il y a tout un système de vente des livres parallèles, c'est-à-dire soit les vendeurs à la sauvette. Il en parle d'ailleurs dans Le Drapeau anglais, qu'il y avait ceux qui avaient les fameux antiquariums et qui venaient vendre leurs livres, soit après 56 parce que beaucoup d'exilés sont partis en laissant derrière eux des bibliothèques et que les livres, les fonds de ces bibliothèques d'exilés ont été récupérés par ces fameux antiquariums, ces librairies de seconde main. Soit j'ai découvert aussi à quel point avait été importante pour lui la lecture, dont je ne sais pas à quel point elle est régulière, mais dont on comprend qu'elle est très importante parce qu'elle est mentionnée dans beaucoup de ses œuvres, d'une revue qui était la revue de littérature étrangère, qui traduisait énormément
de littérature étrangère, mais ça va là, on pouvait traduire des choses en revue quand on ne pouvait pas le faire en volume, et je parle de Noordvilag, ici, hein, le grand monde, ou le vaste monde, ce serait peut-être une meilleure traduction, parce que beaucoup des entrées du journal de Galère, où on voit qu'il commande tel ou tel auteur, en fait, ça correspond exactement à des articles que j'ai retrouvés dans Noordvilag, qui sont ou des articles, ou des traductions, donc en fait, voilà, ça fait partie de ces voies d'accès à cette littérature-là. Et dans les journaux privés, les personnes avec lesquelles ils se disputent le plus, ce sont les écrivains français. Être sans destin et créer la langue d'Être sans destin, la philosophie derrière Être sans destin, même si je suis parfaitement d'accord avec toi, il y a une vraie philosophie allemande aussi, une tradition allemande, mais stylistiquement et romanesquement, en termes d'esthétique, c'est vraiment avec et contre des écrivains français, avec Camus pour la langue, contre Georges Semprin. Contre Georges Semprin. C'est-à-dire que vraiment, Georges Semprin, j'ai trouvé une douzaine d'entrées. Et c'est des entrées très longues, parce qu'il lit Le Grand Voyage en 64, quand ça sort en hongrois immédiatement. C'est logique qu'il le lise. C'est un livre sur Buchenwald, qui est quand même le camp dans lequel lui a été déporté aussi, et sur lequel il est en train d'écrire à ce moment-là, dans ces années 60. Et il est consterné par le livre, consterné par l'accueil hégémoniquement élogieux dans toute l'Europe pour ce livre, consterné que ce soit le livre qui va... Enfin, ça devient l'aune à laquelle on jugera hein, son livre, pense-t-il, et il a raison, c'est la norme réaliste socialiste. C'est un livre que György Lukács avait encensé comme un grand livre, comme un grand roman sur les camps, réaliste socialiste, conforme à l'esthétique socialiste requise. Dans quelle mesure le travail sur la langue de Kertész n'est pas réduit à Être sans destin, et peut-être le Kaddish quand même, mais j'ai l'impression, est-ce que ce travail sur la langue ne s'est pas amenuisé avec le temps? Il dit qu'en effet, Être sans destin, c'est celui qui porte le plus cette langue totalitaire. Ensuite, il me disait en riant, après j'ai écrit en bon hongrois. Mais c'est pas parce qu'il a écrit en bon hongrois qu'il n'y a pas ce travail sur la langue dans chacun de ses livres. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que, à part peut-être Le Drapeau anglais et Kaddish, qui ont une unité de style à cause de cette parodie du style de Bernhardt, chaque livre a son langage propre, me semble-t-il.